Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 16 mars, les questions autour du nucléaire, conséquence du drame japonais. Les Aubois s'interrogent sur la sécurité du site de Nogent-sur-Seine, l'une des plus anciennes centrales de France. Est-elle à l'abri du risque? Quelles sont les mesures de sécurité envisagées? Élément de réponse dans quelques instants avec le directeur de la centrale de Nogent. Un nouvel équipement tout neuf pour le SAMU de l'Aube, une ambulance de style poids lourd, un véhicule plus vaste, unique en France, un investissement de 100 000 € qui permet d'embarquer plus de matériel et d'améliorer le confort des patients. Explication à suivre. Et puis une plongée musicale en coulisses avec le groupe Signe Particulier qui mélange musiciens handicapés et valides. L'ensemble musical répète en ce moment même pour le concert du 15 avril à l'occasion de ses 20 ans. 2 concerts sont prévus au Théâtre de Champagne à Troyes. Alors que la menace nucléaire s'aggrave au Japon avec les explosions en série sur les réacteurs de la centrale de Fukushima suite au tremblement de terre et au tsunami de vendredi dernier, les interrogations persistent quant à la sécurité des sites nucléaires français. L'Aube est concernée en premier lieu avec la présence à Nogent de la centrale nucléaire. C'est l'une des plus anciennes de France. Les réacteurs sont en service depuis 1988 et 1989. Pour tenter d'y voir plus clair, le directeur de la centrale de Nogent, Hervé Maillard, nous a accordé un entretien en fin d'après-midi. Première question que nous lui avons posée, comprend-il les inquiétudes et les questions sur la sécurité nucléaire en France? Écoutez sa réponse. Alors il faut bien comprendre que sur cette question de la sécurité nucléaire, les technologies sont des technologies différentes. Donc après, effectivement, l'énergie nucléaire est une énergie sur laquelle il existe un débat dans plusieurs pays, l'Allemagne, la France. Et donc ce débat est totalement légitime, mais je dirais les questions que se posent les Français face à la crise que vit le Japon sont légitimes, oui. Alors il y a un audit des centrales qui va avoir lieu en France, décidé hier par le gouvernement. Est-ce qu'on sait quand la centrale de Nogent que vous dirigez sera auditée justement ? Alors déjà, on est audité, inspecté en permanence. On a déjà des auditeurs externes à EDF, l'autorité de sûreté nucléaire, qui fait de l'ordre de 18, on va dire une petite vingtaine de visites chaque année dans nos installations. Et certaines visites sont dites inopinées, ça veut dire qu'elles sont pas prévues à l'avance. La SN ne nous annonce pas qu'il vient et ils font déjà un audit ou une inspection sur tel ou tel sujet. Ensuite, on a des auditeurs internes dans le groupe EDF et sur la centrale de Nogent, ce qui fait que si on met déjà tous les audits bout à bout, on a une charge d'audit à peu près 200 hommes-jours par an. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près un audit en moyenne tous les jours. Alors on est tenté de comparer bien sûr le Japon, la France. Est-ce que les normes de sécurité pour les centrales françaises, comme celle de Nogent par exemple, sont les mêmes ici en France que celles qui sont pour le Japon ? Alors, je ne peux pas vous répondre pour le Japon. Par contre, ce sur quoi je peux répondre et je peux vous décrire de manière assez précise, c'est les normes françaises qui ont été prises en compte à la construction de l'ensemble des centrales. D'ailleurs. Sur le séisme, l'idée a été de définir le séisme maximum rencontré sur la région en une durée de 1000 ans. Donc, par exemple, sur Nogent, c'est un séisme qui a été rencontré en 1580, si je ne me trompe pas, un petit peu une centaine de kilomètres au nord de Nogent. Et ensuite, la gravité du séisme, l'énergie du séisme a été doublée par rapport à ce séisme dit de référence. Et ça définit la norme de construction de Nogent. Est-ce que tout est prévu? Il y a un plan de sécurité aussi vis-à-vis de la population qui est vraiment prévu, qui est expliqué aux personnes qui habitent autour? Alors, on a dans notre organisation qu'on peut appeler de crise deux niveaux ou deux organisations différentes. La centrale est organisée pour répondre à la situation de crise pour la crise technique que l'on vivrait dans un cas comme ça sur la centrale et la gestion de l'ensemble du personnel de la centrale. Tout ce qui est externe à la centrale, évacuation des populations, distribution des comprimés d'iode et autres, est géré par la préfecture. Donc on a deux organisations qu'on pourrait appeler deux organisations miroirs. À EDF, c'est l'organisation PUI, plan d'urgence interne.
à la préfecture, c'est l'organisation dite PPI. Et dernière question, Hervé Maillard, on évoque en ce moment au Japon le geste héroïque d'une 50aine d'agents, voire plus, désignés comme liquidateurs, entre guillemets, autrement dit des volontaires pour travailler sur le site, malgré la forte radioactivité. Est-ce qu'autour de la centrale de Nogent-sur-Seine, il y a une équipe prévue en cas d'accident pour risquer leur vie, pour travailler malgré ces conditions de travail terribles? On a bien évidemment dans notre organisation, au plan d'urgence interne, un certain nombre de personnes qui sont amenées à travailler en cas de crise. Et parmi ces personnes, moi je suis autorisé à demander des volontaires qui sont volontaires donc pour travailler dans des environnements qu'on peut les qualifier de dégradés et qui donneront lieu derrière à certainement des suivis médicaux renforcés. Donc le mot liquidateur, je l'aime pas du tout. Moi, je préfère dire que ces travailleurs, ces salariés sont volontaires et personnellement, moi, je les admire parce qu'ils travaillent dans des situations qui sont extrêmement difficiles et ils visent à renforcer la sécurité et la sûreté nucléaire pour tout l'environnement de la centrale. Voilà, entretien réalisé tout à l'heure en fin d'après-midi. À propos de santé et de sécurité, le centre hospitalier de Troyes vient d'acquérir une nouvelle ambulance de réanimation, un nouveau concept unique en France, une ambulance de catégorie poids lourd. Elle possède une cellule sanitaire complète et permet d'embarquer en toute sécurité du matériel médical supplémentaire, mais aussi de garantir plus de confort aux patients. Présentation avec Cyril Tavernet. Cette ambulance de réanimation est le tout nouveau véhicule d'intervention du SMUR. C'est le seul de ce genre à être utilisé en France. Il est 2 fois plus grand que les modèles traditionnels. L'intérieur est plus large de 40 cm. Autre particularité, il entre dans la catégorie poids lourd. Une nécessité car aujourd'hui, le matériel de réanimation dépasse les 50 kg. C'est une révolution. Non seulement on peut installer ce matériel dans l'ambulance, mais on peut aussi continuer d'approcher facilement le patient. C'est-à-dire qu'on a un volume d'espace autour du patient qui nous permet de travailler en toute sécurité en pouvant fixer du matériel supplémentaire à embarquer et en continuant de pouvoir accéder très facilement auprès du patient. Cette ambulance dernier cri est en service depuis 2 mois à Troyes. Elle est utilisée quasiment tous les jours. Elle sert à prendre en charge les patients en détresse vitale sur tout type d'accident ou de transporter un patient d'un établissement de santé à un autre. La vocation de cette ambulance à l'avenir est certainement beaucoup plus que départementale, au minimum sur son territoire de santé, voire interrégional. Jean-Marie est ambulancier depuis 35 ans. Il a conduit tous les véhicules du SMUR. Cette ambulance de quasiment 3 mètres de haut est un beau bijou, mais parfois trop gros. Par exemple, il y a certains hôpitaux à Paris dans lesquels on ne peut pas rentrer parce qu'il est un peu trop haut ou un peu trop large. Il y a des endroits où c'est très encombré. Les voitures sont stationnées dans les hôpitaux, on ne peut pas forcément passer partout. Il y a des halls qu'on ne peut pas passer non plus parce qu'il est un petit peu haut, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de place dedans pour travailler et c'est quand même, pour l'équipe soignante, c'est quand même un plus. L'ambulance troyenne fait même des jaloux. Les ambulanciers parisiens interpellent souvent Jean-Marie. Quand on arrive dans les hôpitaux parisiens, on ne passe pas inaperçu. Les gens viennent nous le voir, nous demander des précisions, ce qu'on en pense, etc. Et les gens sont un peu envieux quand même parce que c'est quand même du beau matériel. Et même si on ne les connaît pas, ils viennent nous voir et ils regardent, c'est de Samuel 3, ils sont un petit peu surpris qu'on ait un beau camion comme ça. Ce modèle n'est pas fabriqué en France, mais en Allemagne. Il coûte 100 000 €. Cela fait 8 ans que les autres pays européens l'utilisent. En France, seule la ville de Troyes en est équipée. Une fierté pour les 45 infirmiers, médecins et ambulanciers du SMUR. 7 mois après les fortes mobilisations syndicales contre la réforme des retraites, les syndicats et la CGT en particulier cherchent de nouveaux adhérents avec la mise en place notamment d'un plan départemental de syndicalisation. Les modalités ont été expliquées hier à la mairie de Sainte-Savine. Il s'agit d'adapter la réponse syndicale aux nouvelles formes du salariat actuel. David Morin est délégué CGT pour le département. Aujourd'hui, on sait qu'on est autour de 2600 syndiqués dans le département. On a l'objectif de dépasser les 3000 le plus rapidement possible. Mais surtout, on s'est fixé des objectifs de travail. On va aller sur le terrain, proposer aux salariés des TPE, des PME et aussi plus largement dans les entreprises où on est peu implanté, la syndicalisation à la CGT.
on va leur expliquer qu'ils peuvent se syndiquer, que c'est confidentiel s'ils le souhaitent, que ça leur ouvre droit à un certain nombre d'informations, un certain nombre d'aides, et on va aller leur expliquer, soit devant leur boîte, par exemple si on prend les magasins d'usine, à l'entrée des magasins d'usine, etc. Et ça nous permet d'ailleurs d'avoir un peu de temps pour discuter avec eux quand ils sont en dehors des contraintes de production dans le cadre de leur travail. Signe particulier fête ses 20 ans dans un mois, mais déjà les répétitions pour le concert anniversaire commencent. L'ensemble musical original associe depuis 2 décennies maintenant des chanteurs valides et d'autres atteints d'un handicap mental. Unique en son genre, le groupe est porté par l'établissement et service d'aide par le travail, l'ESAT Arc-en-Ciel, entièrement consacré à la musique. Recette à succès, vous allez le voir. Annabelle Millet a assisté à une répétition avant le grand soir. C'est à l'espace Gérard Philippe que Signe Particulier a répété le concert qui sera donné dans le cadre des 20 ans de cette structure unique en France. Un groupe de musique constitué d'hommes et de femmes handicapés. Depuis le début de l'histoire d'Arc-en-Ciel, ce n'est qu'une histoire de partage en fait. L'apprentissage de la musique pour les personnes que nous accueillons, c'est une histoire de partage entre moi dans un premier temps, et puis tout de suite les nombreux intervenants artistiques, musiciens, amis locaux qui ont rejoint le groupe parce que intéressés par cette histoire humaine qui se jouait là. Une histoire humaine, une envie forte pour tous de remiser le handicap à juste un signe particulier. Le groupe est avant tout composé de musiciens. Pas de leader, pas de musicien privilégié, c'est la force de chaque personne handicapée qui anime le groupe et renforce sa dynamique. Et c'est vrai qu'on s'investit tous dans ce métier à 100%. Quand les gens viennent nous voir, quand ils voient un concert de signe particulier, d'habitude ils rentrent avec des préjugés, mais au retour c'est peut-être des larmes de joie et des félicitations. Donc quelque part on a gagné aussi. Pour Josiane, comme pour les autres membres, le concert anniversaire est avant tout un projet de vie. Cet événement, ça me représente une partie de ma vie. Puis bon, comme j'étais la première fille arrivée en 1990, donc ce qui fait que voilà que je suis beaucoup heureuse de les avoir trouvés. Donc, Les musiciens de Signe Particulier sont aujourd'hui polyvalents. Chacun trouve sa place dans les 3 spectacles mis en place par l'ESAT Arc-en-Ciel. Il y a toujours moyen de progresser, il y a toujours moyen de mettre la barre un peu plus haute à chaque création, puisque une des forces de nos produits, c'est que nous créons notre propre matière première, nous créons nos chansons. Donc du coup, nous nous adaptons au plus près des possibilités du moment. Aujourd'hui, tout le monde est prêt et tout le monde attend avec impatience le concert anniversaire. Ça va être un concert magnifique justement parce qu'il y a de l'émotion qui commence à s'approcher. Voilà, le concert, c'est le 16 avril au Théâtre de Champagne avec notamment des choristes. On aura l'occasion d'y revenir. Certains chantent le pouvoir des fleurs et ils ont bien raison. Les jonquilles en fleurs dans les allées Jules Guesde à Troyes sont une des composantes de la récente distinction de la ville de Troyes. Elle vient de remporter sa 4e fleur la semaine dernière, une distinction nationale rare. La 3e fleur avait été remportée en 1989. Cette fois, le jury national des villes et villages fleuris, placé sous l'égide du ministère de l'économie et du tourisme, a attribué sa plus haute distinction à la Cité Tricasse, un label qui récompense une série d'efforts dans ce domaine. Le détail avec Marc Brett, adjoint au maire de Troyes en charge de l'environnement, et Mathieu Perrin, le nouveau responsable du service espace paysager. C'est un label qui a évolué ces dernières années. Initialement, c'était le fleurissement pur et dur. Aujourd'hui, je dirais qu'une ville qui se contenterait de mettre des belles jardinières et des belles pendaisons, vous savez, de les arroser grassement pour avoir de magnifiques fleurs, serait sans doute retoquée à la 4e fleur. Aujourd'hui, c'est un label qui a évolué et qui prend en compte l'ensemble des dimensions du développement durable. Le but, c'est pas uniquement de se faire plaisir, même si ça nous fait plaisir, bien sûr, c'est d'essayer de favoriser la faune et la flore locale pour qu'elles puissent s'exprimer et en même temps trouver un équilibre, on va dire, naturel. C'est essayer de faire le plus avec et le moins possible contre. C'est des logiques que l'on entend parler assez régulièrement en ce moment, qui visent à respecter vraiment l'espace naturel de manière générale.
En tout cas, c'est magnifique. Interview réalisée par Martial Roche. Et c'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo avec Sandra Durupt pour demain. Un temps mitigé pour les jardiniers. Excellente soirée à tous. À demain.